Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine kiosque de ce jeudi 27 avril 2023. Tout d'abord, les grandes lignes des journaux parus dans la capitale ce jeudi. L'ACP, président Tshisekedi, la fonction ministérielle, un sacerdoce, c'est les titres de l'ACP, l'agence congolaise de presse ce matin. C'est en rapport avec la clôture du séminaire des renforcements des capacités des membres du gouvernement Sama 2. Et puis, tempête des tropiques qui revient sur le même sujet et d'écrire que le membre du gouvernement, à l'issue de ces séminaires, ont signé un acte d'engagement et d'éthique. Engagement d'éthique, voilà. C'est les titres de tempête des tropiques. Un autre sujet ce matin, nous avons lu le journal La Percée qui renseigne que ces inspecteurs appellent à la grève et au boycott de l'examen d'État à l'arrêt de travail le 8 mai prochain. La prospérité parle du sport. Kaboul suspend les gestionnaires du stade de Martyrs de la Pentecôte pour plusieurs griefs, dont l'insubordination. Voilà, ce sont là les journaux que nous avons reçus ce matin. Madame, Monsieur, vous avez compris avec moi que nous allons parler de la clôture du séminaire des renforcements des capacités de membres du gouvernement Sama 2, le séminaire qui avait comme thème construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence. Nous allons revenir également dans ces magazines kiosques avec les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères kenyan devant le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Voilà. Les Kenyans ne prévoient pas de retirer ses troupes tant qu'il n'y aura pas une solution trouvée à l'amiable. Analyse et commentaires. C'est dans kiosque. Entre-temps, il y a eu une vive tension hier au niveau de Lubumbashi où les jeunes, il y avait des manifestations de jeunes à Lubumbashi, des centaines de jeunes qui avaient envahi plusieurs artères et ravi des biens des paisibles citoyens. Analyse et commentaires, c'est dans kiosque. Nous avons 3 invités, 2 sont déjà là. Christian Imango, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle Etoko. Je vous remercie une fois de plus de me recevoir sur ce plateau de kiosque, lequel plateau j'ai, depuis un bon moment, brillé de mon absence, mais je crois que cette fois, je vais revenir et ça va être une fois de plus très habituel. Voilà. Vous avez été réclamé par les téléspectateurs et auditeurs de kiosque. Évidemment. On ne le voit plus. Évidemment. Nous étions là avec nos analyses et argumentations percutantes. Je pense que nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons toujours parler pour l'intérêt de notre peuple. Nous allons toujours veiller à ce que les erreurs du passé ne reviennent pas. Nous allons toujours faire de notre mieux pour qu'on ne puisse pas prendre ce pays en otage par des politiciens qui nous font vivre ce que nous avons vu depuis la conférence nationale souveraine, qui nous font vivre ce que nous avons vu toujours dans les conclaves conciliabules, toujours dans des rassemblements qui n'apportent rien à la nation congolaise. Vous pouvez suivre mon regard et comprendre déjà de quoi je suis en train de parler. Mais je pense qu'il y a des sujets que vous avez soulevés là et qui sont très importants sur lesquels nous allons débattre, mais que la population soit vraiment éveillée parce que la distraction, on la connaît très bien et cette distraction-là tend à commencer déjà d'ici 2 jours. Il faut vraiment que lorsque vous essayez déjà de parler de ce séminaire des membres du gouvernement, je me pose la question de savoir, d'entrée des jeux, à quoi ça sert le Conseil des ministres. Est-ce qu'à travers le Conseil des ministres, on ne peut pas attirer l'attention des ministres sur le fait qu'ils doivent s'intéresser ou alors qu'ils doivent s'apaisantir sur l'intérêt supérieur de la nation plutôt qu'à leurs intérêts personnels. Déjà, je comprends que lorsque le chef de l'État tient à chaque fois à rappeler aux membres du gouvernement qui doivent d'abord se concentrer sur l'intérêt du peuple, c'est que quelque part, il faut qu'on se le dise, ils ne s'intéressent pas à cet intérêt-là, ils ont un autre intérêt. Mais alors, les rappels. Non, mais quand vous êtes tout le temps en train de rappeler, c'est que vous savez qu'il y a une existence. C'est comme un papa à la maison qui passe son temps à dire c'est moi les papas, c'est moi les papas. C'est que quelque part, il ne sent pas qu'il est le papa. Donc, si à chaque fois, on doit rappeler les ministres ce qu'ils doivent faire,
Je ne sais pas si on peut jouer au Real de Madrid ou à Manchester City lorsque, à chaque fois, vous devez être un joueur qui ne comprend jamais les stratégies de l'entraîneur. Il faut être à côté et laisser ceux qui ont ces compétences-là. Voilà, merci Christian Emango qui nous fait déjà entrer dans le premier sujet. Il sera face à Pascal Owonje. Bonjour Pascal. Bonjour Gisèle et Toko. Bonjour également à nos différents téléspectateurs qui nous suivent présentement. Je vous remercie pour l'invitation. Je pense que nous allons faire une bonne gymnastique à pouvoir alors analyser objectivement les faits d'actualité tels que sélectionnés par vous-même. Voilà, alors nous sommes déjà dans le premier sujet. Merci. Par rapport à cette conférence séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement, mais Christian se pose la question pourquoi? Si on rappelle, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de bons résultats à chaque fois. Non, à chaque sortie du gouvernement, probablement une semaine après, 2 semaines après, pas plus de mois, on réunit les membres du gouvernement alors, et on donne les orientations sur le programme, d'abord qui a été défendu par le Premier ministre, s'il a été déjà défendu par le cas d'espèce, et enseigner le sens d'éthique pour n'agir que pour l'intérêt de la population. J'ai compris le confrère évoquer maintenant pourquoi ne pas le faire lors du Conseil des ministres. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire lors du Conseil des ministres. Le pays étant grand, il y a beaucoup de sujets, parce qu'au Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on fait généralement? Chaque ministre présente, n'est-ce pas, les réalisations, les problèmes de son secteur durant la semaine. Et dans ce cas, il est vrai, s'il faut encore aller maintenant dans ce que je peux qualifier la réaffirmation des priorités d'un gouvernement à travers son programme présenté à l'Assemblée nationale, vous savez, lorsque le Premier ministre va présenter son programme à l'Assemblée nationale, il prend pratiquement toute la journée. Et le discours, c'est pas 4, généralement c'est 2-3 heures. Et non seulement qu'on présente, on rappelle ce programme, mais en même temps, il faut aider les ministres à comprendre que, au-delà de ceux qui sont comme tout humains, ils ont l'obligation de servir la nation et de ne servir que la nation. Par leurs actes. Ils n'ont pas encore compris ça. Ils viennent dans une fonction qu'ils ne comprennent pas. Non. Et vous savez, vous êtes journaliste aujourd'hui. Une fois au gouvernement, vous aurez une autre lecture de la société. Au moment où vous êtes journaliste, vous avez aussi une certaine lecture de la société. Lorsque vous avez des responsabilités, vous allez cesser de vous appartenir. Il y a tout un comportement qu'il faut adopter. Il y a tout un agir qu'il faut avoir. Et on ne peut pas maintenant être comme tout le monde. On devient celui sur qui plutôt les espoirs de toute une nation se reposent. Et voilà pourquoi il faut qu'on fabrique cet homme qui comprenne la responsabilité sur les responsabilités qui sont les siennes. Pour que lorsqu'il agit, qu'il agisse plutôt au nom de tout le monde, au nom de l'intérêt de la nation et non au nom des individus. La conséquence, c'est que nous voyons généralement, c'est quoi? Et c'est là où je rejoins l'ami. Il ne faudrait pas que lorsque vous êtes ministre, vous ne soyez pas à mesure de comprendre que vous avez la priorité comme nation. Agir pour l'intérêt de la famille, enfin, de la famille, nation, bien entendu, que d'agir pour les intérêts familiales, je voulais dire. Et vous allez vous rendre compte que ce soit pour les nominations, la composition des cabinets, que ce soit pour des actes parfois qu'on prend, c'est orienté pour des intérêts personnels et privés. Et voilà pourquoi, à travers un tel séminaire, on fabrique un autre homme qui doit comprendre que d'abord, la République, le reste ne peut pas être une priorité du fait simplement que je suis membre du gouvernement à l'instant. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, il y a ces séminaires, à chaque entrée d'un nouveau gouvernement, mais je peux dire la mise en application des recommandations pose problème, par exemple. Oui, là, c'est le suivi. Résultats de chaque ministre. C'est le Premier ministre, je pense. Je ne sais pas si on peut créer un comité qui doit suivre les actes de chaque ministre. C'est aussi possible. Mais je crois que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement de pouvoir apprécier les actes que chaque ministre pose dans un secteur. Au regard de ce que
on a déjà élaboré comme priorité du gouvernement. Lorsqu'on constate que les actes vont à l'encontre des priorités du gouvernement, cela ne peut pas empêcher maintenant le Premier ministre de proposer des sanctions pour que le président, en tout cas, prenne des sanctions contre un tel ministre. Chose qui n'a jamais été faite. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait qu'on ne peut pas le faire? Non, vous ne pouvez pas aussi dire que ça n'a jamais été fait. Moi, je m'en souviens, il y a d'autres ministres qui ont été sanctionnés. Il y a un ministre, un vice-ministre à la fois passé de transport, vous savez l'acte qu'il avait posé au bureau? Il a été sanctionné à son temps. Et on fait souvent des remaniements. Il y a d'autres qui quittent le ministère. Il y a des raisons qui sont évoquées. Voilà. Merci Pascal. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sanctionne pas, on sanctionne. Mais ce que nous devons vouloir maintenant, c'est qu'on fasse un bon suivi pour que les actes qui sont posés par les ministres soient de nature à prioriser d'abord l'intérêt de la communauté, l'intérêt de la nation, que de voir leurs intérêts personnels. Des sanctions sévères aussi, hein, pour servir de leçon aux autres. Mais lorsqu'on fait partie du gouvernement, lorsqu'on vous arrête, lorsqu'on fait ceci, ce sont des sanctions sévères. Il y a Joël Cadet qui nous a rejoint. Bonjour Joël. Bonjour madame. Alors vous entrez directement dans le sujet. Hein. Nous sommes en train de parler de ce séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement, chose qui s'est fait à chaque entrée de gouvernement, de nouveau gouvernement. On est en train de poser les problèmes de la mise en application des recommandations, mais une autre question que ça se pose à 8 mois des élections, est-ce que c'est qu'on attend de ces membres du gouvernement, c'est possible de les réaliser? Bon, ça peut être possible, mais malheureusement, nous sommes ancrés dans une culture politique paroissiale. La culture politique paroissiale conduit chaque acteur politique à plus s'intéresser à sa petite famille biologique, à ses amis d'enfance, à ses amis d'université et à sa province, ce qui dénature même les missions des membres du gouvernement. Il y avait une anecdote que l'on se disait quand, durant le gouvernement de Joseph Kabila, donc si vous voulez connaître que ce ministre appartient à quelle province, il suffit d'être dans son service de protocole pour entendre la langue qui se parle, pour comprendre de quelle province il appartient. Et c'était très facile. Donc si c'est mon Swahili, vous allez entendre les membres du protocole parler en Swahili. Si c'est Moulouba, vous allez entendre les membres de son protocole parler. Mais laissez-moi juste jeter les fleurs à madame la distinguée première dame pour avoir construit une école au standard en effet conforme à toutes les écoles construites dans les milieux urbains, dans la commune urbano-rurale de Kisenso, laquelle école a obtenu les actes juridiques de création hier, et 2 hier directement. Cette école a été prise en charge par l'ex-SECOPE de NACOP aujourd'hui, et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a remis les actes juridiques de création de cette école, l'école La Grâce, l'école primaire, l'école secondaire et l'école maternelle. Construite. Okay. Je dis bien construite. Et en même temps, il y a eu des élèves qui ont beaucoup pleuré depuis 2015, depuis Maker Mwangou, mon vieux, tous les 5 ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ils n'ont pas pu résoudre le problème d'octroi des diplômes aux finalistes de 2015, de la session 2015. Et 2 hier, ils peuvent déjà passer dans leur inspection provinciale principale pour retirer les diplômes d'État. Vous vous rappellerez de la vidéo qui avait circulé dans les réseaux sociaux. Il y a une fille en Belgique. On avait interdit qu'ils ne peuvent plus suivre les cours. Ils vont suivre, mais ils ne seront pas pris en charge. Et donc, ces diplômes-là sont désormais disponibles. Et les étudiants finalistes, élèves de 2015 peuvent désormais récupérer. Voilà, moyennant quelque chose. Alors, c'est la parenthèse, hein? C'est mon $10, j'ai appris. Non, il n'y a pas de frais à payer. Non. Ok. Entre-temps, il y a aussi l'inspecteur. Je vais fermer votre parenthèse. L'inspecteur qui menace de boycotter l'examen d'État. Hein?
Ils vont aller en grève à partir Oui. du 8. Écoutez, les réclamations des inspecteurs, c'est normal. Parce que dans ce pays, vous avez appris, l'IGF Jules Alinguet avait crié ici que le ministre Tony Maba avait détourné 16 millions de dollars américains. Alors que cet argent-là n'avait jamais quitté la Banque centrale pour être remis dans les mains du ministre. Et aujourd'hui, ils sont dans les droits. C'est leur droit de réclamer. C'est la session 2021, 2022, 2022, 2023. Les frais de prestations à l'ENAFEP n'ont jamais été payés. Alors ils ont droit. Et lorsqu'on doit demander par exemple au ministre, j'exagère, de donner 30%, de remettre 30% à ceux qui doivent payer cet argent-là, et ils refusent, vous comprenez un peu combien dans les antivaleurs nous sommes. C'est là où je rejoins Pascal Onge, conseil du ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, lorsqu'il déplore les comportements de certains membres du gouvernement. Donc les gens viennent, les antivaleurs que nous avons combattus hier, on doit les reprendre aujourd'hui au ministère des Finances ou bien au ministère du Budget. Donc pour qu'on paye une dette intérieure, on doit vous exiger les pourcentages de cet argent-là qui ne vous appartient pas, qui appartient, n'est-ce pas, à ceux qui ont presté. M. Jules Alinguet, la fois dernière, avait dit... Je ferme la parenthèse. Il avait dit, non, il faudrait qu'on paye par la banque. Est-ce que tous les policiers qui interviennent, parce que ceux qui interviennent dans l'organisation de l'examen de fin d'études primaires, il n'y a pas que les enseignants, il y a les policiers, il y a les agents de l'ANER. Et vous allez demander à tous ces gens-là d'avoir les comptes en banque. Savez-vous qu'à Moueka, savez-vous qu'à Ndekese, il n'y a pas de banque? Et on lui a dit qu'il y a des endroits où il n'y a pas de banque, il faudrait qu'on paye. Heureusement qu'il était venu demander pardon au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, après l'avoir diffamé sérieusement dans l'immédiat. Merci Joël Cadet. Vous voulez quand même revenir sur le sujet avant de donner la parole à... Mais qu'est-ce qui fait que... On revient sur les séminaires des membres du gouvernement. Qu'est-ce qui fait que... il y a des gouvernements passés, il y avait des ministres qui déclaraient leurs biens à l'entrée, mais à la sortie, on ne parlait plus de ça. Oui, mais c'est une exigence constitutionnelle et c'est dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite, la course à l'enrichissement, veux-je dire, qu'il est exigé constitutionnellement que avant la prestation, avant l'entrée au gouvernement, il faudrait que chaque membre du gouvernement déclare ses biens. Malheureusement, on n'en parle pas après. C'est quelque chose qu'il faudrait que l'on condamne. La pratique a disparu aussi. Malheureusement. Alors, Christian et Mango, pour conclure avec ces sujets, que faire pour contraindre ces membres du gouvernement à vraiment mettre en pratique ce qui leur est recommandé? Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils partent seulement. Parce que, oui, je vous assure que c'est une perte de temps, c'est une distraction. Vous savez, à une époque ici, c'est lorsque le président Tshisekedi venait de prendre le pouvoir, le premier séminaire qui était organisé, c'était encore entre le gouvernement et FCC-CACH. Je me suis posé la question de savoir, pour un monsieur qui a longtemps travaillé dans nos institutions, à l'instar de Thomas Louaka par exemple, pour ne pas citer les noms, qu'est-ce qu'on va encore lui apprendre dans un séminaire de formation des membres du gouvernement, etc. Vous savez dans combien de gouvernements il a déjà été, mais il fallait, lorsqu'on commençait avec le gouvernement FCC-CACH, il fallait encore créer ce genre d'activité-là. Et je peux encore donner l'exemple de plusieurs. Aujourd'hui, vous allez organiser un séminaire, je ne sais pas moi, de renforcement de capacité, devant un monsieur comme Jean-Pierre Bemba, qui a fait la guerre, qui connaît comment ça fonctionne. En fait, vous allez lui dire quoi dedans? Si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire là, je pense que le Conseil de l'ordre ne me tiendra pas rigueur. Je suis avocat. Et lorsque vous commencez votre carrière d'avocat, vous passez par un séminaire de déontologie. Mais parce que vous êtes avocat stagiaire, vous venez de commencer. Ça se passe partout en médecine, etc. Mais vous devenez avocat
près la Cour de cassation. Vous êtes au Conseil de l'ordre, au barreau près la Cour de cassation. Là-dedans, on vous prend pour un séminaire? Non, on ne fait pas des séminaires de renforcement des capacités au haut niveau. Non, c'est les sommets des sommets. Ceux qui arrivent là sont censés savoir déjà les règles de jeu, sont censés savoir les méandres, les arcanes. Et lorsque vous donnez des orientations, ils savent s'adapter directement. On ne sort pas du Conseil des ministres. Quand vous sortez du Conseil des ministres, il faut qu'on pose des questions. Les Congolais doivent savoir. Est-ce que vous savez que faire ce déplacement-là, c'est déjà que quand vous déplacez des membres du gouvernement comme ça, ils ne sortent pas à pied pour marcher. Non. C'est un coût qui est dépensé même en termes de carburant seulement qu'il faut mettre dans leurs véhicules. Vous savez, les véhicules avec lesquels les ministres se promènent coûtent combien? Le carburant qu'il faut y mettre, ça coûte combien? Il faut choisir des priorités à faire dans ces pays. Et lorsqu'ils y vont, je me pose la question de savoir si les jetons des présences ne sont pas signés là-bas. Des primes tout le temps. Vous avez appris ici que des décrets ont été signés pour remettre seulement à des administrateurs d'entreprises publiques 20 000 $ le mois. Il faut choisir des priorités dans ce pays. C'est pour ça que je vous dis que organiser de tels séminaires, c'est une autre façon de pouvoir créer des dépenses publiques inutiles à la nation et que ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense que si déjà au sein du Conseil des ministres, ce que je viens d'entendre ici, le dire par mon aîné Pascal, qu'il arrive que le chef d'État puisse rappeler à l'ordre certains ministres, d'autres même ont été sanctionnés. Mais qu'on se le dise, j'entends lorsqu'on fait des conseils des ministres, le communiqué que nous lit ou que nous publie le ministre des médias, communication média, le porte-parole du gouvernement, il voulait des communiqués où il dit le président de la République a donné des instructions. Le président de la République a appelé les ministres. Vous pouvez me dire la différence qu'il y a entre le contenu, la substance de ces communiqués-là et ce qui s'est dit lors du séminaire, prétendu séminaire de renforcement des capacités? Non. Si vous êtes ministre, moi je pense que le Premier ministre doit prendre ses responsabilités. Si vous êtes ministre et qu'on doit à tout moment, je viens de vous donner des exemples ici. On a fait ça, le premier qui a commencé, c'était le gouvernement FCC Cash. On a fait ça dans le gouvernement FCC Cash. Aujourd'hui, où est-ce que nous sommes avec ce gouvernement-là? Est-ce qu'on peut faire le bilan? On a fait ça et on reprend encore avec le gouvernement Sama 2. À 8 mois de la fin du mandat, vous allez prendre des personnalités qui ont dirigé ces pays. Je me suis posé la question à l'époque. On a invité des personnalités telles que Moukoko Samba, pour pouvoir donner des séminaires de renforcement de capacités. Mais vous le faites si vous savez déjà que vous avez nommé comme vice-ministre des hydrocarbures une personnalité qui n'avait que ses soutanes à mettre, mais rassurez-vous que vous n'aurez aucun résultat. Si vous mettez aujourd'hui comme ministre de l'économie le ministre Vital Kamerhe, vous savez que le combat, c'est d'abord de pouvoir baisser les prix. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je crois que ça avait été annoncé avant. Vous avez remarqué que dans les secteurs de... vous allez m'excuser que je puisse nommer l'entreprise, mais par exemple, ce qui est le cas de Canal+, ici, j'ai appris que les prix ont baissé pour leur bouquet. Mais si nous sommes dans les secteurs de la télécommunication, ça ne fait qu'augmenter. Est-ce que le ministre de l'économie a besoin de passer par ces séminaires-là pour prendre et réagir? Est-ce que vous pensez vraiment? Donc moi je pense que si on doit évoluer comme ça, démissionnez-vous tous, laissez, on va trouver. Alors qu'est-ce que vous recommandez à la place? Ce que je recommande à la place, c'est qu'on arrête ça, c'est budgétivore. Ça nous fait perdre le temps. Pour l'efficacité. Vous avez déjà le Conseil des ministres. Le chef d'État, il peut prendre ses dispositions. Lorsqu'il nomme une personnalité dont il estime que les compétences sont moindres, c'est simple. Il peut nommer, il peut révoquer. C'est seulement pour les premiers ministres qu'il faut passer par le Parlement, c'est peut-être long. Mais il faut prendre ses responsabilités. Ces genres de séminaires-là bouffent l'argent pour la nation inutilement. S'ils sont incompétents, ils n'ont qu'à démissionner. Alors avant de passer au sujet relatif à la sécurité, je pense que le problème ne se pose pas en fait. Parce que si c'était au cours du mandat, s'il faut parler du mandat pour les ministres alors, on organise autant de séminaires, le problème se poserait. Et il va plus loin, le confrère dit... Vous avez posé la question. C'est un avocat, ce n'est pas notre confrère. Ah, malheureusement. Il dit, non, qu'il parte. Mais un avocat ne peut pas dire qu'il parte aujourd'hui.
il sait quand est-ce qu'ils peuvent partir dans une nation démocratique comme la nôtre. Il dit qu'on sanctionne directement. Non. Il a dit, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lui dit qu'il parte. Non, il ne peut pas partir. C'est par les élections que nous avons souvent les gouvernements. Ne peut les faire partir que le président de la République, dans le cadre des ministres, avec son premier ministre, lorsqu'ils veulent sanctionner. Il n'y a pas une autre manière de vouloir qu'ils partent. Et lorsqu'ils vont partir, mais toujours les autres, les mêmes, de la même obédience, qui vont revenir. Donc ce n'est pas là le problème. Et si on organise une fois, ce n'est pas deux fois, c'est une fois au début, n'est-ce pas, de la mise en place du gouvernement, le problème se pose à quel niveau? Si, dans sa logique, c'est qu'on dirait aussi, à partir du moment où nous organisons les conseils des ministres, ça ne produit rien. Mais cessons d'organiser les conseils des ministres. C'est ça que ça veut dire en d'autres termes. Mais il y a aussi possibilité de sanctionner directement. Ce qui est vrai ici, la problématique, c'est le partage de la vision du chef de l'État sur la gestion de la nation. Si Thomas Louaka a été hier, c'est un exemple qu'il a donné, et qu'aujourd'hui il est au gouvernement, mais cela ne peut pas empêcher qu'il ait de nouvelles orientations sur la gestion. Si Jean-Pierre Bemba était hier, aujourd'hui, ce n'est pas lui le président de la République. C'est lui qui tient le gouvernement de la nation à sa vision. Vous devez partager sa vision dans la gestion. En quoi cela peut être mauvais? Si c'est en répétition, vous faites un mois après, vous organisez un séminaire, un mois après un séminaire, à ce moment-là, on peut s'interroger sur la nécessité, l'opportunité. Ici, c'est une fois pour que vous compreniez, tout le monde, en tout cas, ait la même perception sur ce que veut celui qui a le pouvoir suprême sur la gestion de la nation, et pour qu'ensemble, ils puissent maintenant cheminer. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir une chose et son contraire. Vous acceptez qu'on organise les conseils des ministres, mais vous ne voulez pas qu'on ait un séminaire, alors que nous allons aussi nous poser la question, les conseils des ministres nous produisent quoi? La priorité des priorités, ce qui est fondamental maintenant, c'est à nous de nous dire, est-ce que la direction que nous prenons, elle est bonne ou mauvaise? Est-ce que la qualité des animateurs que nous avons est bonne ou mauvaise? Est-ce que la sélection que nous faisons pour les ministres, elle est bonne ou mauvaise? Répondez. Non, c'est cette question-là. S'il faut répondre. Non, s'il faut répondre à ça. Non, en politique, il n'y a pas de compétence. Je vais répondre. Ça veut dire que on prend Gisèle. On attend beaucoup de Gisèle. C'est ça que je dis au début lorsque vous m'aviez accordé la parole. Lorsqu'on constate que ce que Gisèle fait ne rencontre pas les attentes de la population, la conséquence est normale. Vous devez être sanctionné. Voilà, maintenant, nous attendons des sanctions lorsque les ministres ne se distinguent pas. Les ministres n'apportent pas un prévalu dans leur secteur. Le Premier ministre doit faire des propositions intelligentes auprès du président de la République pour que des sanctions, n'est-ce pas, soient infligées aux ministres. C'est de cette manière que nous devons voir les choses. Mais nous ne pouvons pas, à ce jour, nous insurger contre l'organisation d'un séminaire de 2 jours et en faire un problème. Le coût. Mais à 8 mois, le coût en question. Est-ce que c'est... Nous autres, nous sommes journalistes. Lui est avocat. Ce sont eux qui exigent plus de preuves. Ce sont eux qui exigent plus de preuves. Nous, c'est les faits. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, sur cette table, présenter à la nation que voilà, ce séminaire-là a coûté à la nation autant et nous devons prochainement décourager? C'est combien? On a dépensé combien? C'est sur base de ça. Parce que nous ne pouvons pas rester dans la spéculation comme si nous étions citoyens, tout le monde. Non. Nous devons venir avec des aspects tangibles. Moi, je suis avocat, moi, je suis journaliste sur les faits tels que le séminaire organisé, la République a perdu autant d'argent. Et je propose que prochainement, on n'organise pas un tel séminaire. Lui, en tant qu'avocat, il viendra voir, voilà, j'ai la preuve que la République a perdu autant d'argent. Là, ça devient intelligent. Mais lorsque nous devons supposer que on a dépensé beaucoup d'argent, nous supposons qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Non, je ne pense pas que c'est intéressant. Mon point de vue. Voilà, venons-en aux propos du ministre des Affaires étrangères kenyan. Le Kenya ne prévoit pas de retirer ses troupes tant qu'il n'y aura pas une solution trouvée à l'amiable. Joël Kadé, quelle analyse vous faites de ces propos? Madame, sur ce plateau, je vous avais dit que je n'étais pas d'accord que les forces de l'EAC
soit venu en République démocratique du Congo. Parce que vous savez que l'agression de la République démocratique du Congo a été créée par les anglo-saxons. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, Tony Blair et l'ancien président américain Bill Clinton, ce sont eux qui avaient créé la guerre de l'Est pour obtenir la balkanisation du Congo. Ce qui fait que lorsque les troupes de l'AFDEL sont arrivées à Kisangani, Richardson, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région de Grand Lac, est venu rencontrer M. Laurent Désiré Kabila à Kisangani, après avoir rencontré Mobutu. Et à Kisangani, il va le convaincre pour lui dire que la guerre s'arrête à Kisangani. Parce que déjà, Kagame avait réussi à massacrer tous les Hutus, donc tous ceux qui étaient des militaires Hutus réfugiés à Goma, et on avait obligé à ces militaires-là de rentrer au Rwanda. Donc il n'y avait plus de raison de continuer et de poursuivre la guerre. C'est sûr qu'on avait demandé à Mouzé que la guerre s'arrête là. Alors comme Mouzé Laurent Désiré Kabila connaissait que l'Occident obéit plus à l'opinion nationale, il avait dit, je vais vous répondre, mais cela au stade de Kisangani. Et quand Mouzé arrive à Kisangani, c'est le jour où il avait signé son certificat de décès. Il demande à la population, nous arrêtons la guerre ici ou bien nous allons jusqu'à Kinshasa. C'est là que les Boyomèses et Boyomé vont demander, il faut aller jusqu'à Kinshasa chasser Mobutu. Alors, comment voudriez-vous que ceux qui ont créé cette guerre, parce que les Kenyans étaient dans l'AFDEL, les Burundais, les Ougandais, les Rwandais, les Érythréens, les Éthiopiens étaient dans l'AFDEL. Comment vous allez vouloir que ceux qui ont créé le problème trouvent solution à ce problème-là? Et par conséquent, ces gens ne vont pas quitter. Ils vont créer la situation qui a été faite au nord du Mali, où un désordre est resté. C'est l'afghanisation de l'Est de la RDC. Je l'avais dit dès le départ. Et d'ailleurs, moi je n'ai jamais compris la raison de notre adhésion dans cette organisation. Alors vous voulez dire quoi? Que la RDC a été roulée de la farine? La RDC, la bonne foi du chef de l'État a été pratiquement brisée. Donc on a abusé de sa bonne foi. Lui peut-être pensait qu'en adhérant à l'EAC, on aura facilement la solution. Comment on peut penser? Or, les États... tous les contours. Oui, or, les États de l'EAC, dans leur pacte, ils ne peuvent pas s'agresser l'un contre l'autre. Donc, vous ne verrez jamais le Kenya s'attaquer à la RDF, donc l'armée rwandaise. Vous ne verrez jamais le Kenya ou le Sud-Soudan s'attaquer à l'armée de l'Ouganda. Or, eux soutiennent. Aujourd'hui, madame, vous savez, peut-être sur le front, on ne peut pas avoir des résultats, mais sur le plan diplomatique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné beaucoup. Parce que hier, c'était l'AFDEL est entré chez nous, c'était pour les réfugiés qui menaçaient le régime de l'Ouganda, qui menaçaient le régime du Burundi ou de l'Ouganda. Aujourd'hui, ça a changé. D'abord, il poursuivait la FDLR. L'FDLR qui, en 1994, avait 20 ans. Aujourd'hui, il a combien d'années? Celui qui avait 40 ans, il a quel âge? Alors, on disait que ce sont les FDLR. Les FDLR. Mais au Bénin, vous avez entendu que Kagame est en train de proposer la révision des frontières héritées de la colonisation. Et pourtant, s'il y a un pays qui doit réclamer ces terres, c'est nous qui devrions réclamer Garamba au Burundi, c'est nous qui devrions réclamer les terres au Rwanda. Donc vous voyez, aujourd'hui, au moins, ça a gagné. C'est ainsi que je dis, si la RDC n'organise pas ses forces armées, si le Congo, nous continuons, quand vous regardez les petits des Rwanda, les enfants des Rwandais, aujourd'hui, on leur apprend à tirer l'arme à l'âge de 12 ans, à l'âge de 8 ans. Mais nous, nos enfants, on leur apprend la sape, on leur apprend la danse, on leur apprend la musique. Quand vous voyez un Congolais enfant exceller, c'est dans la musique, c'est dans la danse.
Et c'est dans la fille là que on nous présente pour toi, Zoua. Et pourtant, il faudrait qu'on puisse inculquer la mentalité à nos enfants que nous sommes menacés. Nous sommes le plus grand pays, le deuxième pays grand en termes de grandeur en Afrique, le deuxième pays. Et nous sommes entourés de 9 frontières. Et si je dois aller dans la considération du professeur Tshibangou, nous avons 11 frontières. Nous avons la frontière aérienne et nous avons la frontière maritime. Et les autres frontières terrestres. Et les autres frontières terrestres. Mais maintenant, lorsqu'on ne veut pas inculquer à nos enfants cela, qu'est-ce que vous attendez? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le président de la République, moi je l'ai appelé, à préparer la psychologie des Congolais. Je croyais au téléphone. À une guerre. Pardon? Vous l'avez appelé, j'ai cru que vous l'avez appelé au téléphone. Non, il nous écoute, il suit kiosque. Non, le président de la République suit kiosque, je vous informe. Nous lui avons dit qu'il prépare la psychologie des Congolais à une guerre longue et populaire. Donc, il faudrait que chaque Congolais aujourd'hui se prépare à la guerre. Moi, je vois mal que nous sommes agressés, que nous avons des problèmes avec l'extérieur, que Katumbi appelle les opposants pour aller à Lubumbashi, de s'attaquer à Tshisekedi, d'organiser une marche. Nous sommes dans un stade de non-retour. Hein. Non, c'est ce que je dis. Non, à ce niveau ici, nous n'avons pas besoin de nous tirer les uns contre les autres. Merci, Joël Cadet. Non, madame Gisèle, non, je vais chuter. Donc c'est pour vous dire, nous n'avons plus ce temps-là. Nous sommes agressés. Le pays, Katumbi ne peut pas venir, par exemple, dans le média pour dire aux gens, non, on n'a pas les Congolais ne doivent pas se tuer entre eux. Quels sont les Congolais qui tuent dans l'Est? Ce sont des Rwandais. Comment Katumbi ne peut pas citer le nom de son beau-frère? Comment il ne peut pas citer le nom de Kagame? Comment il ne peut pas citer le nom des Rwandais? C'est Katumbi qui enflamme la situation là-bas. Mais écoutez, pendant que la situation est grave ici, lui s'associe à l'ami de Mo Ibrahim, il s'associe à son ami Mo Ibrahim, à George Soros, qui sont amis personnels de Kagame, et il ne veut pas citer son nom. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre quelque chose? Et on est dans la distraction de père et de mère, et ainsi de suite. C'est une distraction. S'il vous plaît, la RDC est menacée. Nous avons besoin d'unir toutes nos énergies contre ce petit pays qui est en train de se jouer contre la République. Alors, Christian Emango, ces propos du ministre des Affaires étrangères kenyan, la solution à l'amiable, ça démontre qu'ils sont toujours là dans le schéma d'une solution politique avec le M23. Merci beaucoup pour la parole, Madame Gisèle. Vous savez, j'avais beaucoup apprécié, honnêtement, le décollage de mon aîné Joël Cadet, mais c'est le crash au moment de l'atterrissage. Je ne pense pas, le crash est tel qu'il n'y a pas de survivants. Malheureusement. Quel est le lien entre ce que vous devez dire? Ça veut dire que vous commencez par démonter, il faut qu'on se le dise. Voilà, on venait de parler des mêmes ministres qui vont dans les séminaires de renforcement de capacité. Mais il y a quelques-uns parmi eux qui sont venus au Parlement et lorsqu'ils devaient défendre certains termes des accords qu'ils ont signés pour qu'on aille entrer dans cet EAC-là, ils nous ont dit ceci. En fait, Kagame s'est pavané partout au monde pour dire que, ben voilà, je suis agressé, le Congo fait ceci contre le Rwanda, etc. C'est comme il a fait au Bénin pour dire que, ben voilà, on a besoin des terres là-bas. Mais que la RDC était absente, justement, c'est l'actuel régime qui était en train de viser que tout ce qui était fait avant avec Joseph Kabila et tous ceux qui l'accompagnaient était totalement mauvais. Que voilà, c'est parce que nous nous étions exclus du monde, nous nous étions isolés, et c'est pour ça que le discours de Kagame est passé. Donc, on devait attaquer Kagame sur son terrain, anti-ALEAC. Aujourd'hui, je suis satisfait que mon aîné ici, Joël Kadenanga, dise qu'on ne devrait pas y aller. C'était une erreur de choix diplomatique. Difficile à sortir maintenant. Non, c'est simple, nous pouvons sortir. Nous sommes un État souverain. Le problème, c'est le leadership. Nous pouvons sortir de là. Nous sommes un État souverain. Quels accords nous pouvons signer? Et même quand vous lisez cet accord-là, il y a possibilité de les dénoncer. Nous pouvons sortir de là.
Mais le problème, c'est qu'on sait là où son pouvoir est assis. Je n'entrerai pas dans les détails là-dessus. Dès lors qu'on saura que le pouvoir sur lequel on est assis, je comprends pourquoi on se met à attaquer Moïse Katumbi directement. Est-ce que ceux qui nous dirigent estiment vraiment qu'ils ont l'appui de la population congolaise? Madame, nous avons une armée de 100 000 personnes. Vous pensez vraiment, quand on dit que l'armée congolaise est parmi les 10 premières de l'Afrique, ce n'est pas parce que nous sommes forts en armement, mais c'est d'abord à partir du nombre. Même les enfants qui regardent les films savent très bien que lorsqu'on veut voir la force d'une armée, la puissance d'une armée, centaines de milliers. Vous pensez que 100 000 hommes sur la frontière du Rwanda, ils ne sauront pas tuer 100 000 personnes. C'est compliqué. Ça, il ne faut pas entrer dans les académies militaires pour l'apprendre. Je n'irai même pas au chest. Même avec les armes sophistiquées. Même sophistiqué, 100 000, on va entrer. Même sophistiqué, 100 000, on va entrer. Je n'ai pas besoin d'aller au chest pour savoir ça. Et donc, quand on commence déjà à faire ces raccordements frauduleux, que voilà, Katumbi, mais comment on peut demander à un étranger, parce qu'on sait que cette loi-là est soutenue par une catégorie de personnes, qui ne veulent pas que les élections soient inclusives. Je félicite ici, par exemple, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, à qui on a posé la question de savoir, et d'ailleurs normalement, avec les journées portes ouvertes qui sont ouvertes, qui vont s'ouvrir à la CENI ici, une autre comédie, j'inviterai le président Kadima à consulter d'abord. C'est déjà ouvert. L'ancien, oui, ils peuvent le faire. Mais je l'inviterai à consulter d'abord son prédécesseur, Corneille Nangaa, parce que... Vous ne parlez pas de la question de l'Est. Oui, je viens sur la question de l'Est. C'était juste à cause du raccordement c'est pour que vous avez Katumbi. fait. Non, pas du tout. Vous êtes déjà dans l'ensemble. J'ai compris, non. J'ai compris que nous sommes venus là pour analyser. Mais curieusement, la question de l'Est a attiré Katumbi. Un étranger, que vous-même vous avez plusieurs fois ici, vous êtes targué de dire que c'est un étranger. Mais je ne l'ai jamais dit. Pourquoi vous demandez à un étranger, je prends l'ensemble dans lequel vous êtes peut-être, pourquoi vous demandez à un étranger de pouvoir intervenir sur les questions qui concernent votre nation? Vous êtes en train de reconnaître implicitement que c'est un Congolais au même titre que vous. Donc c'est un faux débat et qu'on ne doit plus revenir là-dessus. Alors par rapport donc Katumbi vous intéresse autant que vous avez même abandonné l'intervention du ministre des Affaires étrangères Kenya. Je suis en train de défendre le fait que toute démarche, vous l'avez dit vous-même, toute démarche que nous devons faire dans ce pays-ci doit avoir le caractère inclusif. C'est pour ça que vous avez évoqué Katumbi. C'est pour ça que je demande à la CENI que l'actuel président de la CENI puisse inviter Corneille Nangaa, parce que les élections dans lesquelles nous sommes en train d'aller, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que son prédécesseur a organisé des élections dans un contexte plus difficile que le tien. Plus difficile que le sien, pardon. Plus difficile que le sien. Il peut l'inviter plutôt que d'organiser les journées portes ouvertes. Attendez, je termine par là. Vous invitez plus de 800 partis dans des journées portes ouvertes. Vous allez vous organiser comment? Je pose des questions. Ça va être superfétatoire. C'est farfelu. Et donc, ayons un caractère inclusif dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons demandé, qu'il s'agisse de moi, qu'il s'agisse d'autres personnes, qu'il s'agisse même de Moïse Katumbi dont on a cité, qu'il s'agisse de Martin Fayulu ou de toute autre personne. Nous avons dit que aller à l'EAC était une erreur. Ceux qui nous ont toujours aidés dans ces différentes agressions que nous avons connues ici, c'est la SADC. Nous avons mis fin au M23 en 2013. Nous connaissons à quel point la SADC avait été pour beaucoup pour nous. Qu'est-ce que nous sommes allés chercher à l'EAC? Donc, il faut d'abord qu'on puisse revenir à la case départ, reconnaître que c'était une erreur de choix diplomatique et qu'il faut changer. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Pascal Ouonja, au regard de ces déclarations du ministère, on voit qu'au finish, nous allons terminer par dialoguer avec ces rebelles, malgré que le gouvernement dit niet. Si le gouvernement dit niet, c'est avec raison, parce que à chaque dialogue, ça se solde par les intégrations. Lorsqu'il y a des intégrations, c'est la problématique de l'infiltration. Voilà pourquoi on tente aujourd'hui, en tout cas, de refuser un quelconque dialogue avec les mêmes, parce qu'on risque maintenant de les intégrer encore dans les institutions. Vous n'allez pas oublier que le CNDP à son temps et le M23 aujourd'hui ont toujours réclamé leur intégration dans les institutions, parmi l'une des revendications. Mais je vais vous rappeler un fait, parce qu'à chaque fois lorsque nous engageons ce débat, j'ai l'impression comme si nous n'allons pas au fond. Et c'est là où le Rwanda
parfois nous avance dans les stratégies. En 98, je vous avais dit la fois passée ici, quand l'AFDEL entrait, c'est la même chose avec le M23 aujourd'hui. Le Rwanda a trouvé un prétexte. Joël l'a dit. C'est pour traquer les FDLR. L'objectif était ailleurs. Comme si cela ne suffisait pas, nous allons nous retrouver à Sun City, on revient ici, on les intègre. 97, ils envoient autre personne, c'est Nkunda, avec le CNDP. Nous 2004. signons les accords. Dans ces accords, il y a eu des engagements de la République démocratique du Congo. Ces engagements sont liés jusqu'au jour d'aujourd'hui. 2013. 2009. Non, 2013. 2012. Ils vont encore revenir, cette fois-ci, pour réclamer la date qu'ils ont signée, le 23 mars. Ils vont se dire, nous sommes le 23 mars, c'est le M23. Là aussi, le prétexte, c'est pour que la République démocratique du Congo accepte le retour des réfugiés. Quels réfugiés? On ne sait jamais. C'était pour la logique de la déportation de la population pour qu'ils occupent des espaces. 2022, ils sont revenus, et cette fois-ci, Kagame va vous dire c'est un problème congolo-congolais qui ne concerne pas le Rwanda. Et 2023, il se dévoile, il dit nous devons revoir les frontières. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? À ce moment-là, vous allez incomber la faute à qui c'est que dit? C'est un problème que nous n'avons pas su traiter depuis tous ces temps. Et nous sommes compromis. Je vous ai toujours dit, je le dirai toujours. 2013, il y a eu 2 déclarations, 2 documents que la République démocratique du Congo avait signés. Un à Kampala, et un autre à Nairobi. À Nairobi, pire encore, on va signer devant le secrétaire général des Nations Unies. C'est Kabila et les Raymond Tshibanda. Raymond Tshibanda. Vous allez dire quoi, Tshisekedi, d'aujourd'hui? Lorsqu'il est venu, il est vrai. Je suis très d'accord avec les amis. Et dans cet accord, pour vous compléter, pardon, dans cet accord, qu'est-ce qu'on accepte? Donc, les services de renseignement rwandais doivent entrer chez nous, tout contrôler et contrôler nos frontières. On a accepté beaucoup. Et on dit que Kabila revienne aujourd'hui. On a accepté beaucoup de choses. Il est vrai, je suis très d'accord avec les amis. Avec les forces régionales, je pense que nous pouvons un jour prendre la décision de sortir. Ça, c'est évident. Mais ils ne vont pas partir. Ils vont partir facilement. Non, mais c'est ça le problème. Mais simplement, c'est ce que je dis. Mais simplement, pour qu'ils quittent le sol congolais, comme a déclaré le ministre des Affaires étrangères kenyan, ce ne sera pas facile. Parce qu'ils veulent atteindre leur objectif. Alors, ils risquent d'être ou de faire des belligérants au phare d'essai. Hein? Même lorsque nous parlons des personnalités en République démocratique du Congo, dans un gouvernement où vous avez Jean-Pierre Bemba et le reste, sur cette question, si on ne parvient pas à trouver solution, vous pensez qu'avec les autres, on peut facilement trouver solution? C'est une question qui nécessite une cohésion nationale. Ce n'est pas question d'indexer les gens. Nous avons été piégés depuis tout ce temps, on ne comprenait pas. Nous sommes rattrapés aujourd'hui. Ce qui nous ont piégés n'était pas des Congolais. Les Congolais doivent comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'ils doivent faire. J'ai entendu l'ami parler de Corneille Nangaa. Non, cher frère, Corneille Nangaa s'est distingué par un comportement, je dis de mon point de vue, irresponsable. Après avoir géré une institution comme celle-là, il ne se comporterait pas de la manière qu'il s'est comporté pour qu'aujourd'hui, contre qui? Contre le président que lui crachait. Mais comment on va encore les consulter parce que lui a déjà craché sur les autres? Ça devient difficile, non? Il allait garder un comportement, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a géré une institution très sensible comme la CENI pour que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui les consultent. Mais lui a commencé par les insulter. En quoi faisant? Mais vous avez suivi les déclarations. L'histoire est finie, Joël. Non, c'est justement pour dire une seule chose. S'il vous plaît, M. Christian. Non, s'il vous plaît. Non, je voudrais dire une chose. Non, au chef de l'État, nous avons l'obligation aujourd'hui. Ce qui est vrai, qu'aucun centimètre de la RDC ne sera cédé au Rwanda. Que les Kenyans soient là, que les Sud-Soudanais soient là, que les Ougandais, les Rwandais soient là. En tout cas, nos frères de l'Est là n'accepteront pas. Et nous-mêmes n'accepterons pas qu'un seul centimètre soit cédé. Et nous allons nous battre. Ça peut être aujourd'hui ou demain. C'est comme le pasteur Ekofo l'avait dit. Ils peuvent le prendre aujourd'hui, mais on va le récupérer. Ce qui est vrai que
Kagame, d'ici d'ailleurs la fin de l'année, il va mourir. C'est tout ce qu'il veut. Non, il va mourir, c'est fini. Je peux quand même placer un mot parce que Kagame va mourir. nous avons demandé que tout soit inclusif. D'ailleurs, c'est son fils qui va le tuer. Ça m'étonne beaucoup qu'on parle du comportement, par exemple, de l'ancien président de la CENI, tout simplement parce qu'il a dit tout haut, c'est que vous, si le processus il est élu par le droit de réserve. Quel droit de réserve? Il ne peut pas parler. Non, le droit de réserve, excusez-moi, en 30 secondes, le droit de réserve est légal. S'il peut parler en ce moment ici, c'est qu'il a d'abord respecté la loi. Et si vous êtes en train de parler d'un comportement, mais moi je voudrais bien vous dire que lorsqu'il a exprimé que le processus électoral pose des problèmes, moi je pense que la meilleure des choses à faire, ce serait de pouvoir d'abord l'écouter. Mais quand on s'entête, ben, il ne faut pas regretter. Vous n'avez pas regretter après. Non, j'ai bien suivi. C'est parce que nous n'avons pas de temps. Nous allons revenir avec ça. Quelqu'un qui a géré une discussion comme celle-là va juste parler des résultats des élections. Mais c'est grave, non? Non, mais s'il peut parler il a parlé du processus électoral. Vous reconduisez l'équipe. Il a dit qu'il y avait certains points du pays où l'enrôlement. Non, vous allez reconduire l'équipe. Demain, il a dirigé la CENI pendant plusieurs années. Moi, je pense on parle de Nanga demain. Ne fût-ce que l'approcher et l'écouter. Alors, l'émission est finie. Merci Christian, merci Joël, merci Pascal. Rendez-vous demain. Demain, oui. Merci à l'équipe technique, Peso, Moro Nzambe, Junior Kassanda, Doudou Montiri, l'homme de Mongafoué, le coach de kiosque. Il revient demain. Hein.